Lors du repas de Noël, mon fils a levé son verre et a dit « Que ce soit le dernier Noël de ma mère dans cette maison. » Tout le monde a ri. Sa femme a trinqué avec lui. Je lui ai souri en retour. « À la famille », ai-je dit à basse voix. Le lendemain matin, lorsqu'il est entré dans la cuisine et a vu qui était assis à ma table, il a perdu toute couleur. L'appel est arrivé un mardi début novembre, juste au moment où la première neige importante de la saison saupoudrait les champs devant la fenêtre de ma cuisine à Harrowfield, dans le Vermont. Je me tenais là, en peignoir, une tasse de café refroidie depuis 20 minutes à la main, regardant un écureuil piller sans vergogne la mangeoire que j'avais installée spécialement pour les oiseaux. L'histoire de ma vie. C'était mon fils Martin au bout du fil. Dès la première syllabe, j'ai su qu'il voulait quelque chose. Il a ce ton particulier, chaleureux, généreux, un peu trop mélodieux, qu'il n'utilise que lorsqu'il s'apprête à te demander de faire quelque chose que tu préférerais ne pas faire. Il l'avait utilisé à 12 ans quand il voulait une moto tout-terrain. Il l'avait utilisé lors du dîner de répétition de son mariage quand il m'avait demandé de faire un toast court. Il l'utilisait à nouveau. « Papa, dit-il, on pensait passer Noël à la ferme cette année. Toute la famille. Comme au bon vieux temps. » Je lui ai dit que ça me semblait bien. Je lui ai dit que j'allais préparer les chambres d'amis. J'aurais dû prêter attention au silence qui se cachait derrière ces mots. Mais j'étais distrait par l'écureuil, qui avait à ce moment-là pris le contrôle total de la mangeoire et était perché dessus avec l'énergie d'un homme qui venait de remporter une grande victoire. Je vais revenir au début, car c'est la seule façon de donner un sens à tout cela. Je m'appelle Gérard Fontaine. J'ai eu 64 ans au printemps dernier, un matin où la boue du champ derrière la maison finissait de sécher et où les premiers merles de la saison étaient de retour. L'air perplexe, comme les merles ont toujours l'air, comme s'ils n'arrivaient pas à croire qu'ils avaient refait le voyage. Je vis sur cette propriété depuis 31 ans. Je l'ai achetée avec ma femme Élise l'année où notre fils Martin est né, et j'y ai mis tout ce que j'avais. Les clôtures, la grange, le verger de pommiers le long du champ est, la vieille ferme construite vers 1910 par des gens qui croyaient manifestement que l'isolation était une faiblesse personnelle. Élise est morte d'un cancer de l'ovaire il y a 8 ans, 2 semaines avant les premières neiges. Elle avait 53 ans. Elle n'a jamais vu Martin fêter ses 30 ans. Après sa mort, j'ai continué à cultiver, à plus petite échelle, principalement le verger et un peu de foin pour la famille Pruitt, un peu plus loin sur la route. Je ne voulais pas vendre. La terre était aussi la sienne. La laisser partir m'aurait donné l'impression de la perdre une deuxième fois, sauf que cette fois-ci, ce serait avec de la paperasse. Ma fille Renée l'a compris. Elle m'appelait tous les dimanches, venait en voiture de Burlington les longs week-ends, m'aidait à faire les conserves en septembre et parfois, elle s'asseyait simplement avec moi sous le porche pour boire un café tandis que le soleil se couchait et que les chauves-souris sortaient, et nous faisions semblant que les chauves-souris n'étaient pas dérangeantes. Martin avait changé depuis la mort de sa mère. Il avait toujours été le plus ambitieux. Plan d'affaires, projections financières, feuilles de calcul envoyées à 11 heures du soir avec des objets du genre « Je pense à l'avenir ». Après le décès d'Élise, ses appels avaient changé. Moins de « Comment vas-tu, papa ?» et plus de « As-tu pensé au terrain, papa ?» et « Un homme de ton âge qui vit seul, papa ?» et « Il y a un promoteur très intéressant à Burlington, papa ?» aussi subtil qu'une porte de grange dans une tempête. Il a épousé Isabelle il y a environ 6 ans. Très raffinée, très précise. Elle travaillait dans l'immobilier commercial à Hartford. Chaque fois qu'elle me serrait la main, j'avais la nette impression qu'elle calculait la superficie en mètres carrés. Je veux être juste envers mon fils. Il a monté une entreprise de construction à partir de rien. Pendant quelques années, ça a bien marché. Puis, comme ça arrive parfois aux entreprises de construction, ça a cessé de marcher. Il y avait des dettes dont je n'entendais parler que par bribes, des pressions que je ne comprenais pas tout à fait, des décisions prises en son nom dont j'étais le dernier à être informé. Mais je m'avance trop, ce qui est une habitude que j'essaie de corriger. L'été précédant cet appel de novembre, Martin était venu seul passer un week-end en juillet. Nous avions parcouru la propriété le samedi matin et j'avais remarqué la façon dont il la regardait. Pas comme je la regardais, pas comme Renée la regardait, comme Isabelle regardait tout, en mesurant, en calculant, en convertissant les acres en quelque chose de plus liquide. Il m'a demandé si j'avais fait évaluer le terrain récemment. J'ai répondu que non. Il a mentionné, d'un ton très désinvolte, qu'un promoteur immobilier de Burlington rachetait des propriétés agricoles dans la région, en payant très cher. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée par la vente. Il a souri et m'a dit qu'il comprenait, puis nous sommes rentrés pour déjeuner, et je n'y ai plus pensé. J'aurais dû y penser beaucoup plus. La visite de Noël était prévue pour le 23 décembre.
Martin et Isabelle venaient en voiture depuis Hartford avec leurs 2 enfants. Mes petits-enfants, Théo, qui avait 9 ans, et était profondément convaincu que tout ce que les adultes trouvaient intéressant était ennuyeux, et la petite Nadia, qui venait d'avoir 6 ans, venait d'apprendre à lire et considérait cela comme l'événement le plus important de tout le continent américain. René arrivait la veille depuis Burlington. J'attendais cela avec impatience, comme on attend les choses quand on vit seul dans une ferme en hiver. Avec prudence, sachant que la présence de gens dans la maison rendrait le silence plus assourdissant une fois qu'ils seraient partis. Sachant aussi que je devrais dénicher le beau service de table, que je n'avais pas touché depuis la mort d'Élise et qui se trouvait quelque part au fond du buffet, derrière un jeu de fourchettes à fondue que nous avions utilisé exactement une fois en 1987. Mais j'y étais, en train d'aérer les chambres d'amis, de mettre des draps propres sur les lits, de cacher la pile de romans western de la table de chevet pour que Martin n'ait pas de munitions pour une conversation du genre « Papa, ça va ?» Discrètement optimiste, pas encore effrayé. Cette partie allait arriver. La semaine avant l'arrivée de la famille, j'ai trouvé quelque chose dans la grange que j'ai passé 3 jours à essayer d'expliquer. J'étais sortie un mardi après-midi pour vérifier le vieux tracteur, qui avait développé une personnalité au fil des ans et exprimait cette personnalité principalement en refusant de démarrer par temps froid. Je m'étais fait une raison. Le tracteur et moi avions un accord. Je ne lui en demandais pas trop et il fonctionnait de temps en temps. C'était la relation la plus fonctionnelle de ma vie à ce moment-là, ce qui, je le reconnais, en dit long. La grange de la propriété Fontaine est d'origine, construite en 1912 par les mêmes personnes qui pensaient que l'isolation était pour les faibles et qui, apparemment, considéraient aussi les échelles comme un luxe. Le grenier à foin s'étend sur toute la longueur de l'étage supérieur, au-dessus d'une fondation en pierre qui descend d'environ 4 mètres jusqu'au plancher inférieur. Je monte là-haut au moins 2 fois par semaine pour vérifier le matériel entreposé. Je connais chaque planche. J'étais à mi-chemin de l'échelle quand je l'ai remarqué. Une partie du plancher du grenier, la section centrale principale, celle que l'on traverse à chaque fois, avait été remuée. Plusieurs planches avaient été délogées. Pas violemment, pas comme du vandalisme. Avec soin, méthodiquement, comme on le ferait si l'on ne voulait pas que quelqu'un s'en aperçoive. Les clous étaient toujours dans leurs trous, mais ils n'étaient pas enfoncés. Si l'on marchait sur cette partie sans le savoir, on sentirait le plancher bouger. Et puis tout s'effondrerait. 4 mètres de chute jusqu'à la pierre. Je suis restée un long moment sur l'échelle à regarder cela. Puis je suis remontée, j'ai testé le plancher avec précaution d'un pied, j'ai confirmé que oui, il céderait sans aucun doute sous le poids d'une personne, et je suis redescendue. Je me suis dit qu'un animal s'était introduit à l'intérieur. J'ai remis les planches en place correctement, j'ai utilisé des clous neufs, je me suis assurée que tout était solide. Puis je me suis tenue dans l'embrasure de la porte de la grange, regardant la neige tomber sur le champ à l'est, et j'ai réfléchi à quel genre d'animal retire soigneusement des planches de plancher avec une précision structurelle, puis les remet en place sans finir le travail. Un raton laveur très organisé, me suis-je dit. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Et puis, il y avait les pilules. Je prends des médicaments contre l'hypertension depuis 6 ans. Rien de dramatique. Un petit comprimé blanc tous les matins au petit déjeuner, le genre de pilule qui existe spécifiquement pour faire sentir à un homme qu'il est vieux avant même d'avoir bu sa première tasse de café. Je garde le stock principal dans l'armoire de la salle de bain à l'étage. Je garde le stock de secours dans le vestiaire, sur la 2e étagère, derrière le cirage, et une bouteille de WD-40 qui s'y trouvait depuis l'administration Clinton. J'étais presque à court de pilules dans la salle de bain, alors je suis allée chercher un nouveau flacon dans le vestiaire. Procédure habituelle. Je l'ai fait une 12aine de fois. J'ai ouvert le flacon, j'ai fait tomber 2 pilules dans ma paume, puis je me suis arrêtée. Elles avaient l'air légèrement différentes. Pas de manière spectaculaire, pas de manière évidente, pas d'une façon qui aurait immédiatement éveillé les soupçons d'une personne raisonnable. Juste, légèrement. Une différence marginale dans l'enrobage. La couleur était différente de ce que je ne peux décrire que comme une nuance de beige tirant légèrement plus vers le beige. Je suis restée là, dans le vestibule, à fixer les 2 petits comprimés dans ma main. Dehors, le vent s'acharnait sur la girouette. Le WD-40 me jugeait en silence depuis l'étagère. Je me suis dit que c'était un autre fabricant. Ce genre de choses arrive. Les médicaments génériques changent de fournisseur. C'était une explication parfaitement rationnelle et j'étais un homme parfaitement rationnel. J'ai remis les comprimés dans le flacon et je suis allée me coucher. 2 matins plus tard, je me suis réveillée avec des vertiges et des nausées comme je n'en avais pas eu depuis des années. La pièce tournait lentement, délibérément, autour de ma tête.
Je suis restée assise sur le bord du lit pendant 20 minutes, attendant que le monde se mette d'accord sur la direction du bas. Je n'ai pas pris un autre comprimé de ce flacon. J'ai appelé mon pharmacien en ville, Gaston Leblanc, un homme à qui je confie ma tension artérielle depuis 6 ans et qui, point crucial, n'a aucun lien de parenté avec moi et n'a donc aucun intérêt financier dans le déclin de ma santé cardiovasculaire. Je lui ai décrit ce que je voyais, la couleur, l'enrobage, la légère différence de taille que j'avais remarquée en y regardant de plus près. Il m'a demandé d'apporter le flacon. Je lui ai dit que je le ferais. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai posé le flacon sur l'étagère du haut de mon bureau, derrière 2 volumes sur l'histoire agricole du Vermont, dont je peux affirmer avec certitude qu'aucun autre être humain ne les a touchés depuis 10 ans. Et je suis retournée à l'armoire de la salle de bain, et j'ai recommencé à prendre mon traitement habituel. Maintenant, je voudrais vous dire que j'ai rassemblé ces faits calmement, que j'en ai tiré une conclusion logique et que j'ai agi de manière méthodique. Je voudrais vous dire que Gérard Fontaine, a abordé cette situation avec le sang-froid mesuré d'un homme qui a survécu à 30 hivers du Vermont et qui sait garder la tête froide. Ce qui s'est réellement passé, c'est que je suis restée assis à ma table de cuisine pendant la majeure partie de ces 2 jours, à boire du café, à observer la mangeoire à oiseaux et à essayer de construire une version des événements dans laquelle les planches mal fixées étaient une coïncidence, les comprimés un défaut de fabrication et mon fils, qui avait pleuré sur la tombe de sa mère d'une manière qui semblait clairement sincère, ne faisait pas ce que la partie de mon cerveau que je ne voulais pas écouter me disait qu'il faisait. J'ai 64 ans. J'ai enterré une femme. J'ai maintenu en vie 240 acres malgré les tempêtes de verglas, les mauvaises conjonctures du marché et un été où tout le champ a été inondé et a senti l'intérieur d'une chaussure pendant 3 mois. Et j'étais assis à cette table de cuisine et je me disais, depuis quand suis-je devenu un problème à résoudre ? C'était un jeudi soir quand j'ai appelé Renée. Je ne lui ai pas tout dit, pas encore. Je lui ai dit que j'avais trouvé des choses sur la propriété qui m'inquiétaient et que j'apprécierais qu'elle vienne quelques jours plus tôt. Elle a perçu dans ma voix quelque chose que je n'y avais pas mis consciemment. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste dit « Je serai là dimanche, papa. » Elle était là dimanche. Renée est arrivée dimanche après-midi dans sa Subaru de 12 ans qu'elle refusait de remplacer par principe, remontant l'allée avec l'assurance particulière d'une femme qui avait conduit cette voiture pendant 11 hivers dans le Vermont et comptait bien en conduire 11 autres. Elle est sortie, m'a regardé debout sous le porche et n'a absolument rien dit pendant un moment. Elle s'est contentée de me regarder. Puis elle a dit « Tu as mauvaise mine ». J'ai répondu que je dormais bien. Elle a dit « Je ne t'ai pas demandé si tu dormais ». C'est ma fille. Elle enseigne l'histoire à l'université du Vermont, à Burlington. Elle a la franchise de sa mère, la patience de sa mère, et à peu près aucune de la volonté de sa mère de laisser quelqu'un prétendre que tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas. Elle est entrée, a enlevé son manteau, a mis la bouilloire en route sans demander, s'est assise à la table de la cuisine et a dit « Raconte-moi tout ». C'est ce que j'ai fait. Je lui ai parlé de la promenade de juillet avec Martin et de la façon dont il avait regardé le terrain. Je lui ai parlé de l'appel téléphonique de novembre, avec cette chaleur sous-jacente qui semblait être autre chose que de la chaleur. Je lui ai parlé du plancher de la grange, le dévissage minutieux et méthodique des planches au-dessus d'un vide de 4 mètres jusqu'à la pierre. Je lui ai parlé des pilules, de la différence de couleur, des 2 jours de vertige, du flacon qui se trouvait actuellement derrière l'ouvrage sur l'histoire agricole du Vermont, sur l'étagère du bureau. Elle a écouté tout cela sans m'interrompre. Elle tenait sa tasse à 2 mains. Quand j'ai eu fini, la cuisine était suffisamment calme pour que nous puissions entendre le vent soufflant des champs et le bruit occasionnel de la girouette du tracteur, qui grinçait désagréablement. Elle posa des questions prudentes et méthodiques. Le genre de questions qu'elle posait probablement à ses élèves lorsqu'elle voulait qu'ils réfléchissent davantage plutôt que plus vite. Elle demanda quand exactement Martin s'était rendu pour la dernière fois sur la propriété avant la visite de juillet. Elle demanda si j'avais remarqué quoi que ce soit d'autre qui clochait, même un détail insignifiant. Elle m'interrogea spécifiquement sur Isabelle, ce qui m'indiqua qu'elle avait déjà réfléchi à Isabelle de son propre chef. Puis elle dit « Puis-je voir la grange ?» Nous sommes sortis ensemble en fin d'après-midi, la neige tombant en petits flocons secs que le vent poussait en travers de la cour, à un angle de 45 degrés, comme le fait la neige du Vermont quand elle veut vous faire comprendre qu'elle n'essaie pas d'être jolie. C'est juste la météo. Faites avec. Je lui ai montré la partie du plancher que j'avais remise en place. Elle s'est accroupie et a longuement examiné les planches.
Elle a appuyé sur le bord de l'une d'elles avec sa botte. Elle a regardé les clous. Elle s'est relevée et m'a regardée avec une expression que j'ai immédiatement reconnue, car je l'avais vue sur le visage de sa mère dans des situations graves. C'était l'expression de quelqu'un qui a assimilé quelque chose de désagréable et qui passe directement à la décision de ce qu'il faut faire à ce sujet. « D'accord », a-t-elle dit. « Juste ça. »« D'accord. » Ce que nous avons fait au cours des 2 jours suivants était minutieux et méthodique, profondément épuisant et, pour être honnête, parfois absurde. De cette manière particulière que prennent parfois les choses très graves lorsqu'elles arrivent à des gens ordinaires, dans des fermes ordinaires du Vermont. René a appelé une de ses amies de l'université. Cette amie était désormais le sergent Diane Marcoux de la police d'État du Vermont, basée à Montpellier, à 45 minutes au sud par beau temps, et à environ 1 heure géologique de là, les jours où l'autoroute décide de se transformer en sculpture de glace. Le sergent Marcoux est arrivé lundi soir dans une voiture banalisée, s'est assise à ma table de cuisine, a accepté une tasse de café et a écouté tout ce que j'avais à dire avec l'attention concentrée et posée de quelqu'un qui avait entendu des choses plus étranges, mais qui n'était pas sur le point de me le dire. Elle a pris le flacon de pilule. Elle a inspecté la grange, allant jusqu'à s'allonger à plat ventre au bord de la partie endommagée, une lampe de poche à la main, ce à quoi je ne m'attendais pas de la part d'une policière d'État dans mon grenier à foin un lundi soir de décembre, mais elle était bien là. Elle m'a posé une série de questions minutieuses sur la situation financière de Martin. J'ai répondu avec ce que je savais, c'est-à-dire des bribes d'informations, une dette dont j'avais entendu parler une fois, un contrat qui avait mal tourné, un refinancement que René avait mentionné en passant et dont elle n'avait plus jamais reparlé. Le sergent Marcoux a pris des notes dans un petit carnet et n'a pas réagi de manière visible à quoi que ce soit de ce que j'ai dit, ce que j'ai trouvé à la fois rassurant et légèrement déconcertant. Elle n'a fait aucune promesse. Elle a dit qu'elle voulait vérifier certaines choses avant de déterminer s'il y avait lieu d'engager une procédure officielle. Elle a dit qu'elle allait prendre contact avec le détachement local. Elle m'a demandé de fêter Noël comme prévu. Elle m'a demandé de me comporter normalement. Je lui ai demandé à quoi ressemblait un comportement normal quand on soupçonnait son fils d'avoir orchestré sa mort accidentelle à temps pour le marché immobilier des fêtes. Elle n'a pas ri, mais quelque chose a brièvement bougé au coin de sa bouche. Elle m'a demandé si je pensais que Martin s'était rendu sur la propriété avant novembre. Elle a dit qu'elle ne savait pas encore. Je lui ai demandé si elle pensait que j'étais en sécurité d'ici le matin de Noël. Elle a marqué une pause. C'était une pause brève, professionnelle et maîtrisée. Puis elle a dit qu'elle allait s'en assurer. Cette pause m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir, c'est-à-dire qu'elle a confirmé tout ce que je savais déjà et que j'avais espéré être faux. Après son départ, René et moi nous sommes assis près du poêle à bois. Nous n'avons pas beaucoup parlé. À un moment donné, elle a dit qu'elle était désolée. Je lui ai dit qu'elle n'avait aucune raison d'être désolée. Elle a répondu qu'elle le savait, mais qu'elle était désolée quand même. Je lui ai dit que c'était permis. J'ai attisé le feu et j'ai regardé par la fenêtre le champ sombre et la neige qui continuaient de tomber à l'horizontale, comme c'est le cas dans le Vermont, et j'ai pensé aux décorations de Noël dans le grenier que je n'avais pas encore installé. Les mêmes décorations que nous utilisions depuis 30 ans. Le cardinal en céramique à l'aile ébréchée. Les guirlandes lumineuses qu'il fallait démêler chaque année parce qu'apparemment, personne dans cette famille n'avait jamais entendu parler de les enrouler correctement avant de les ranger. Je me suis dit, je devrais installer les décorations. Je me suis dit, je devrais faire en sorte que ça ressemble à tous les autres Noëls. Je me suis dit, j'ai 64 ans et je m'apprête à accueillir mon fils pour Noël, sachant ce que je sais, et je vais devoir lui servir son vin, lui passer le pain et lui sourire de l'autre côté de la table. Je suis montée au grenier et j'ai pris les décorations. Le cardinal en céramique à l'aile ébréchée a été posé sur la cheminée, exactement là où il allait toujours, là où Élise l'avait toujours mis. Martin et Isabelle sont arrivés le 23 à 4 heures dans une voiture qui coûtait plus cher que mon tracteur, la réparation du toit de ma grange et 3 années de récolte de pommes réunies. Je le sais parce que Théo me l'a dit spontanément dans les 90 secondes qui ont suivi sa sortie de la voiture. Il avait 9 ans et s'était récemment pris d'un intérêt minutieux pour le prix des voitures, que j'ai choisi de trouver charmant plutôt que symptomatique. Nadia se fichait de la voiture. Nadia tenait à ce qu'on lui accorde une audience officielle avec quelqu'un qui saurait apprécier l'importance de ce qu'elle venait d'accomplir. Elle avait fini un livre entier sur la banquette arrière. Elle m'a trouvée sous le porche, m'a saisi les 2 mains et m'a regardée avec la gravité solennelle de quelqu'un qui délivre une information d'État. « Pépère », a-t-elle dit, « j'ai tout lu. » Je lui ai dit que c'était extraordinaire. Elle a répondu « Je sais. »
Je l'ai serrée dans mes bras un instant, et elle sentait les bonbons aux fruits qu'elle mangeait depuis Hartford. Et j'ai pensé, ni pour la première ni pour la dernière fois, que ces deux enfants étaient totalement innocents de tout ce qui se passait autour d'eux, et que c'était à la fois le fait le plus réconfortant et le plus déchirant qui m'était donné de connaître à ce moment précis. Martin m'a serré la main à la porte. Il avait l'air en forme. Mieux que je ne m'y attendais, en fait. Reposé, le regard clair, vêtu d'un pull de Noël qu'Isabelle avait très certainement choisi et qu'il portait avec la résignation tranquille d'un homme qui avait perdu cette dispute particulière dans la voiture, quelque part près de White River Junction. Il m'a tapé sur l'épaule et m'a dit que c'était bon d'être de retour. Je lui ai répondu la même chose. Nous nous tenions sur le seuil de la ferme où il était né, et j'ai regardé mon fils en essayant de retrouver le petit garçon qui courait autrefois le long des rangées du verger, les bras écartés comme un avion. Il était là, quelque part. Il devait bien être là. Je ne parvenais simplement pas à le localiser à ce moment-là, ce qui constituait une perte à part entière. Isabelle m'a embrassé sur les deux joues avec l'efficacité de quelqu'un qui accomplit une tâche. Elle avait apporté une très bonne bouteille de vin et me l'a dit en me l'attendant, ce que j'ai trouvé instructif. Le dîner du 23 était bon, comme les dîners de famille peuvent l'être quand tout le monde s'efforce de le rendre tel, et que l'effort est à peine perceptible. René avait préparé une tourtière d'après la recette d'Élise, qu'elle avait mis 2 ans à apprendre à reproduire avec le dévouement méthodique qu'elle appliquait à tout ce qui comptait pour elle. Isabelle avait apporté une salade d'une santé agressive que Théo a abordée avec la méfiance d'un inspecteur des douanes. Martin a raconté une longue histoire sur un chantier de restauration que son équipe venait de terminer à Stowe, un bâtiment classé, du 19e siècle, pour lequel il s'était battu pendant 8 mois avec le service de la conservation du patrimoine au sujet de la bonne teinte de peinture extérieure, et il avait gagné, et il en était toujours ravi, de cette façon dont les gens sont ravis quand ils ont eu raison sur quelque chose dont personne d'autre ne se souciait. J'ai écouté, j'ai hoché la tête, j'ai posé des questions et j'ai mangé mon repas. De l'autre côté de la table, j'ai croisé le regard de René exactement une fois. Une seule fois. Nous nous sommes regardés pendant moins d'1 seconde. Puis nous avons tous deux détourné les yeux. Une fois les enfants couchés, Isabelle ayant ouvert la 2e bouteille de vin et s'étant réchauffée et animée comme cela arrive parfois avec les 2e bouteilles, et René s'étant installé par terre dans le salon pour jouer à un jeu interminable et apparemment sans règle avec les nouveaux camions de Théo et les coussins du canapé, Martin et moi nous sommes retrouvés près du poêle à bois avec nos verres. Il m'a demandé comment le verger s'était comporté cette année. Je lui ai répondu que ça s'était bien passé. Une bonne année pour les pommes. Les Honeycrisp en particulier. Il a hoché la tête et a plongé son regard dans son verre. Puis, sur le même ton qu'il avait utilisé lors de notre promenade de juillet, décontracté, désinvolte, le ton d'un homme qui pense tout haut, il m'a demandé si j'avais encore réfléchi à mes projets à long terme pour la propriété. Je lui ai répondu que je n'y avais pas beaucoup réfléchi ces derniers temps. Il m'a dit qu'il avait discuté avec certaines personnes. Un groupe d'investisseurs de Burlington, de gros capitaux, pas des promoteurs immobiliers, plutôt des gens de la conservation, du patrimoine agricole, très respectables. Le montant qu'ils avaient évoqué était considérable. Cela me permettrait de vivre très confortablement pour le reste de ma vie. Je pourrais déménager dans un endroit plus facile à gérer. Plus près des soins médicaux. Il l'a dit comme s'il me rendait service. Il l'a dit comme s'il avait passé la nuit à s'inquiéter pour moi. Je lui ai demandé quel âge il me donnait. Il a souri. Il a dit que ce n'était pas la question. Il pensait simplement à mon avenir. Je lui ai dit que j'appréciais son geste et que j'y réfléchirais. Puis j'ai dit que j'étais fatiguée, je me suis excusée et je suis allée me coucher. Je me suis allongée dans le noir, dans la chambre où Élise était morte, et j'ai fixé le plafond en pensant au mot « avenir » et à la forme particulière qu'il avait prise quand il l'avait prononcé. Et je me suis demandé si l'homme en bas, en train de finir son verre de vin près de mon poêle à bois dans le pull de Noël choisi par sa femme, comprenait ce qu'il avait construit et ce que cela allait lui coûter. J'y ai pensé longtemps. Puis, parce que j'ai 64 ans et que je suis agriculteur, je me suis endormie. La veille de Noël s'annonçait claire et d'un froid brutal, le genre de froid que le Vermont produit spécialement pour vous rappeler que vos sentiments personnels à l'égard de l'hiver n'ont aucune importance. J'ai emmené les enfants dans le verger après le petit déjeuner, tandis que Martin et Isabelle faisèrent la grasse matinée avec la détermination de ceux qui avaient entièrement délégué la matinée. Théo et Nadia couraient devant moi le long des rangées de pommiers, leur souffle formant de petits nuages dans l'air vif, leur voix résonnant à travers la neige. Je marchais lentement et les observais. Théo expliquait quelque chose à Nadia avec beaucoup d'autorité.
Nadia tolérait cela avec la patience d'une petite sœur qui avait appris à attendre son heure. J'ai essayé de garder cela à part de tout le reste. Juste ça. Juste ces deux enfants dans le verger un matin d'hiver, totalement inconscients que quelque chose n'allait pas, courant entre les arbres que leur grand-mère avait aimés. Dans l'après-midi, pendant qu'Isabelle emmenait les enfants à l'étage pour la sieste, Martin est sorti seul vers la grange. Je le sais parce que Renée l'a vu depuis la fenêtre de la cuisine. Elle n'a rien dit. Elle a juste pris son téléphone et m'a envoyé un SMS d'un seul mot. Grange. J'étais dans le bureau. Je suis resté assis, immobile, et j'ai attendu. J'ai regardé les dos des livres d'histoire agricole du Vermont sur l'étagère. J'ai pensé aux flacons de pilules derrière eux. J'ai pensé à la brève hésitation du sergent Marcoux quand je lui avais demandé si j'étais en sécurité. Martin est resté dehors pendant 20 minutes. Quand il est revenu, en secouant la neige de ses bottes dans le vestibule, il a dit qu'il avait entendu quelque chose près du tracteur et qu'il avait pensé qu'il valait mieux vérifier. Probablement rien. Les vieux bâtiments s'affaissent. J'ai dit « Merci d'avoir vérifié ». Il a répondu « Bien sûr, papa, bien sûr ». Ce soir-là, nous avons pris le dîner de la veille de Noël et les enfants ont ouvert un cadeau chacun. Nadia a reçu un livre et l'a serré contre sa poitrine comme si on lui avait remis quelque chose de sacré, et Théo a reçu un camion télécommandé qui l'a immédiatement conduit dans la gamelle du chien. Or, nous n'avons pas de chien. Je ne sais donc pas à qui appartenait cette gamelle, ni depuis combien de temps elle était là. Martin a levé son verre à la fin du repas. Il a regardé tout autour de la table. Il a souri. Le feu crépitait. La maison sentait la fumée de bois, le pain et les dernières gouttes de cidre de pomme venues de la chambre froide. Tout avait exactement l'air de Noël. À la famille, a-t-il dit chaleureusement. Puis avec un petit rire, les yeux posés doucement sur moi. Et au fait que ce soit le dernier Noël où maman n'est pas là. Tout le monde sourit. Isabelle fit teinter son verre contre le sien. Renée regarda la table. Théo était déjà de retour avec le camion. Je levai mon verre. À la famille, dis-je doucement. Je souris à mon fils. Il me rendit mon sourire. Aucun de nous deux ne pensait la même chose. Je ne dormis pas. Ce n'était pas une surprise. Je ne m'attendais pas à dormir. J'étais allée me coucher en sachant parfaitement que j'allais rester allongée dans le noir, fixer le plafond et réfléchir à tout un tas de choses jusqu'à environ 5 heures du matin, moment où j'abandonnerais pour faire du café et regarder les champs s'éclairer. C'est exactement ce qui s'est passé. Je suis un homme qui se connaît bien. Ce à quoi je ne m'étais pas attendue, c'était Nadia. À 5h47 du matin, le jour de Noël, ma petite fille de 6 ans est apparue dans l'embrasure de la porte de ma chambre, vêtue de son pyjama imprimé de reine, tenant son nouveau livre sous un bras et une canne en sucre d'origine inconnue dans l'autre main, et a annoncé qu'elle était réveillée et qu'on devait aller voir si le Père Noël était passé. Je l'ai regardée. Elle m'a regardée. « Pépère » a-t-elle dit patiemment, « c'est Noël. » Je lui ai dit qu'il n'était pas encore 6 heures du matin. Elle m'a répondu que ça n'avait pas d'importance, car elle était réveillée depuis 4 heures. Je me suis levée. Cela s'est avéré être le plus beau cadeau inattendu de la matinée, car au moment où j'ai entendu le bruit discret des véhicules remontant l'allée dans la neige, toute la maison était déjà réveillée. Nadia avait trouvé Théo. Théo avait trouvé les cadeaux. Tous deux étaient dans le salon et faisaient un tel vacarme qu'on aurait dit qu'ils étaient réveillés depuis bien plus longtemps qu'ils ne le prétendaient. Renée était sortie de sa chambre avec l'air d'une femme qui n'avait pas dormi non plus et qui essayait de digérer tout ça à grand renfort de café. La lumière de la cuisine était allumée. Le poêle à bois fonctionnait. De l'extérieur, la maison avait exactement l'air d'une ferme un matin de Noël. Le sergent Marcoux est arrivé à 6h03, accompagné de 2 agents du détachement local de Montpellier, dans 2 véhicules, tous deux sombres et silencieux. Elle a frappé à la porte plutôt que de sonner, ce que je ne lui avais pas demandé mais que j'ai apprécié. J'ai ouvert la porte et elle m'a regardée avec cette expression calme et concentrée dont j'avais appris à comprendre qu'elle signifiait que tout était en ordre et se déroulait comme prévu. Elle entra, secoua la neige de ses bottes et accepta la tasse de café que je lui tendis sans qu'elle me le demande. « Comment ça va ?» demanda-t-elle. Je lui dis que j'avais de la compagnie depuis 5h47. Elle regarda par-dessus mon épaule en direction de Nadia, qui était assise par terre dans le salon, et expliquait l'intrigue de son livre à un ours en peluche sorti de sa chaussette, et dit « Bien, continuez comme ça. » Je répondis « Elle a 6 ans. La normalité, c'est son mode de fonctionnement habituel. » Le sergent Marcoux esquissa un sourire.
C'était le même demi-sourire que dans le grenier à foin. Je les collectionnais. Les deux agents étaient patients, professionnels, et faisaient un travail raisonnable pour donner l'impression d'être simplement passés nous voir le matin de Noël, ce qui aurait été plus convaincant si l'un d'eux avait tenu un plat à gratin. Ils se placèrent avec le désinvolture acquise de personnes entraînées à se placer avec désinvolture, ce qui est une évidence en soi si l'on sait où regarder. Je savais où regarder. René entra dans la cuisine, jeta un coup d'œil à la situation et se mit à faire des crêpes. C'était le bon réflexe. Elle les prépara tranquillement et efficacement sans donner d'explication à personne, ce qui signifiait que pendant les 20 minutes qui suivirent, la cuisine sentait le beurre et le sirop d'érable et qu'il se passait dans la pièce quelque chose d'ordinaire qui n'était pas ce qu'il fallait. Théo est arrivé à 6h40 et a demandé s'il pouvait ouvrir ses cadeaux. René lui a répondu après le petit déjeuner. Il est retourné dans le salon avec cette dignité blessée propre à un enfant de 9 ans à qui on a refusé quelque chose de raisonnable. Martin est descendu à 7h15. Il portait toujours son pull de Noël. Il avait dû dormir avec, ou l'avoir attrapé en premier, ou peut-être qu'Isabelle l'avait préparé la veille avec la même précision qu'elle appliquait à tout. Il descendit les escaliers en chaussettes, une main sur la rampe, clignant des yeux comme on cligne des yeux quand on a dormi plus profondément que prévu et que le monde nous oblige à nous réorganiser. Il tourna au coin de la cuisine. Il vit le sergent Marcoux assis à table. Il pâlit. Pas progressivement, pas par étapes, d'un seul coup, comme si quelqu'un avait tendu la main derrière lui pour éteindre quelque chose. L'instant d'avant, c'était mon fils qui descendait prendre son café du matin de Noël. L'instant d'après, c'était un homme immobile dans l'embrasure de la porte, comprenant que la version des faits qu'il avait construite au cours des derniers mois venait de se heurter à un problème structurel. Il regarda le sergent Marcoux, puis il me regarda. Je me tenais près du poêle à bois avec ma tasse de café. Le cardinal en céramique à l'aile ébréchée était posé sur la cheminée derrière moi, exactement là où Élise l'avait toujours mis. La cuisine sentait la fumée de bois, les pancakes et ce froid particulier de décembre dans le Vermont qui s'insinue autour des encadrements de portes, quoi que l'on fasse avec les joints d'étanchéité. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Le sergent Marcoux se leva. Elle se présenta avec le professionnalisme calme et posé de quelqu'un qui avait déjà fait cela auparavant et qui comprenait que la pièce exigeait avant tout de la sérénité. Elle dit qu'elle devait lui parler. Elle le dit de la manière dont on dit les choses quand on pèse chaque mot. Isabelle apparut au bas de l'escalier. Elle regarda les policiers. Elle regarda Martin. Elle me regarda. Une expression a traversé son visage que je ne saurais nommer précisément. Pas exactement de la surprise, plutôt comme un calcul qui s'achevait dans une direction qu'elle n'avait pas souhaitée. René a dit « Théo, Nadia, venez m'aider avec les crêpes. » Ils sont venus sans discuter, ce qui m'a indiqué qu'ils avaient déjà senti, de la manière dont les enfants sentent les choses avant de les comprendre, que les adultes dans la pièce faisaient quelque chose de grave. La voix de Martin s'éleva une seule fois, brièvement, comme la pression s'échappe. Puis le silence revint. On entendait Isabelle pleurer, d'abord de manière contenue, puis de façon moins maîtrisée. On entendait la voix du sergent Marcoux, ferme et régulière, comme l'est une rivière. Je me dirigeais vers le verger, du côté de la maison, et me tenais à la fenêtre. Les pommiers se dressaient en rangée dans la neige, nus et patients. La lumière du matin baissait, pâle, sur les champs. Comme la lumière de décembre au Vermont quand le ciel est clair, fine et honnête, sans chercher à embellir quoi que ce soit. Derrière moi, quelque chose qui avait été retenu sous tension pendant très longtemps fut enfin, irrévocablement, libéré. Je tenais ma tasse de café à deux mains. Je regardais les arbres. J'attendais. Le sergent Marcoux m'a expliqué les chefs d'accusation plus tard dans la matinée, assis à la table de la cuisine avec une tasse de café frais et la patience méthodique de quelqu'un qui comprenait que l'information devait être transmise à un rythme que la personne pouvait réellement assimiler. Négligence criminelle, falsification criminelle, et une accusation de fraude liée à une procuration falsifiée que ses collègues avaient retrouvée dans le bureau de Martin lors d'une perquisition parallèle plus tôt dans la semaine. Il semblait qu'il préparait cela depuis un certain temps. La propriété. Le déclin médical progressif d'un père qui, de manière gênante, était en excellente santé. Un document qui lui aurait donné le contrôle de mes affaires financières une fois que je serais suffisamment incapable de les gérer. Les comprimés, comme l'avaient confirmé les premiers résultats de laboratoire, avaient été partiellement substitués. Une partie avait été remplacée par une combinaison qui, à dose suffisante sur la durée,
produirait des irrégularités cardiaques progressives chez une personne souffrant déjà d'hypertension. Pas immédiatement, progressivement. Le genre de choses qui ressemble au vieillissement d'un homme. Le genre de choses qui ressemble aux hivers du Vermont rattrapant enfin un agriculteur de 64 ans qui aurait probablement dû déménager dans un endroit plus raisonnable il y a des années. Le genre de choses qui ne ressemble à rien. Je suis restée assise là un moment, puis j'ai demandé au sergent Marcoux si elle voulait encore du café. Elle a dit oui, je me suis levée et je lui en ai fait. Parce que c'est ce qu'on fait. On fait du café, on s'occupe les mains, on laisse l'information prendre la forme qu'elle va prendre et on ne la précipite pas. Isabelle a ramené les enfants à Hartford cet après-midi-là. Elle ne m'a pas regardée en partant. Elle s'est affairée à charger la voiture avec l'efficacité concentrée de quelqu'un qui a décidé que l'avant était la seule option possible. Théo est venu me voir avant leur départ. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, vêtu de son manteau et de son bonnet à pompons qu'il trouvait embarrassant, mais qu'il n'avait pas retiré de toute la visite. Il m'a demandé « Papa vient plus tard ?» Je lui ai dit que son père avait des choses à régler, mais que je les verrais tous les deux très bientôt. Il m'a regardé un instant avec ce regard attentif et mesuré que les enfants de 9 ans adoptent lorsqu'ils savent qu'on ne leur dit pas tout, mais qu'ils hésitent à insister. Il a décidé de ne pas insister. Il était plus perspicace qu'on ne le pensait. Il a dit « D'accord, pépère ». Il m'a serré dans ses bras. Puis il est sorti vers la voiture. Nadia ne comprenait pas tout à fait ce qui se passait, mais elle avait bien senti que c'était important. Elle m'a donc serré très longtemps dans ses bras et m'a murmuré qu'elle m'apporterait son livre la prochaine fois pour que je puisse le lire aussi. Je lui ai dit que j'attendrais cela avec impatience plus que presque tout. C'était vrai. Je me tenais sous le porche et regardais la voiture descendre l'allée. La neige tombait à nouveau, douce et indifférente, comme tombe la neige du Vermont quand elle n'a pas d'objectif particulier. Théo m'a regardé par la vitre arrière. J'ai levé la main. Il a levé la sienne. Puis l'allée a tourné entre les bouleaux et ils ont disparu. René est resté. Nous sommes restés assis dans la cuisine presque tout l'après-midi. Nous n'avons pas beaucoup parlé, ce qui est l'une des compétences propres aux gens qui se connaissent depuis longtemps, la capacité d'occuper une pièce ensemble sans avoir besoin de la remplir de paroles. À un moment donné, elle a préparé une soupe. À la viande et à l'orge, de mémoire, sans recette, comme sa mère avait l'habitude de la faire. Je l'ai mangée sans vraiment la goûter, ce qui n'était pas de sa faute. À un moment donné, elle a tendu la main par-dessus la table et l'a posée sur la mienne, et nous sommes restés ainsi un moment. Le poêle à bois crépitait. Dehors, les champs blanchissaient et s'adoucissaient sous la neige fraîche. J'ai dit, ta mère aurait eu une longueur d'avance sur moi dans tout ça. René a dit, elle l'aurait deviné en juillet. J'ai dit, en juin, probablement. René a dit, en mai. Elle l'aurait compris à la façon dont il regardait le verger. Nous sommes restés là un moment, puis elle a dit, elle aurait aussi fait de la soupe. J'ai dit, elle l'a déjà fait, c'est toi qui l'as préparée. René a regardé la marmite sur la cuisinière. Puis elle m'a regardé. Quelque chose a traversé son visage, du chagrin, de l'amour, et quelque chose de plus pragmatique que ces deux sentiments, l'expression particulière d'une personne qui a décidé de continuer à aller de l'avant. « Encore de la soupe » a-t-elle demandé. « Oui » ai-je répondu. Plus tard, je suis sortie seule dans le verger. La neige avait cessé de tomber, et le ciel avait pris cette teinte d'un bleu profond si particulière aux soirées d'hiver clair du Vermont, celle qui tire légèrement vers le vert si on la regarde sous le bon angle, celle qui donne l'impression que les bouleaux ont été dessinés au crayon sur ce fond. Les pommiers se dressaient en rangée, nus et patients, comme ils se dressent chaque hiver sans se plaindre et sans drame, attendant simplement que le froid en ait fini avec eux, pour pouvoir se remettre au travail. Je les observe faire cela depuis 30 ans. Ils ne manquent jamais de revenir. Au printemps, René est venu en voiture depuis Burlington et nous avons taillé le verger ensemble un samedi d'avril, avançant méthodiquement le long des rangées avec les sécateurs et la scie à main, comme Élise et moi avions l'habitude de le faire. Ouvrir la canopée, enlever les branches qui se croisent, faire de la place pour que la lumière puisse pénétrer jusqu'au centre de chaque arbre. C'est un travail de longue haleine. Il faut de la patience et la volonté de couper des branches qui semblent saines en apparence, mais qui, discrètement, puisent les ressources de tout ce qui les entoure. René est très doué pour ça. Théo et Nadia sont venus passer 2 semaines en juillet, avec la permission d'Isabelle, et ce que j'ai interprété comme un soulagement de sa part. Ils ont couru le long des rangées du verger comme courent les enfants, sans destination, sans but,
avec un engagement total dans la course elle-même. Théo avait grandi de 2 centimètres. Nadia avait lu 4 livres de plus et voulait en discuter. Je me suis assis sous le porche pour les regarder et j'ai ressenti quelque chose pour lequel je n'ai pas de mots précis. Un amour qui a été mis à l'épreuve. Un amour qui a résisté. Quelque chose de ce genre. Martin attend son procès. Nous ne nous sommes pas parlé. Je laisse cette question en suspens, comme on laisse un portail entrouvert à la fin d'une longue journée. Sans rien accueillir, sans la fermer à clé. Il y a des choses que l'on ne peut décider que lorsqu'on se trouve juste face à elles, et je ne me trouve pas encore face à celle-là. Ce que je sais, c'est ceci. Un homme peut passer 30 ans à construire quelque chose et croire que les gens autour de lui comprennent ce que cela a coûté. Il peut se tromper là-dessus. Il peut se réveiller un matin de décembre et découvrir que quelqu'un qu'il aimait regardait tout ce qu'il avait construit et n'y voyait qu'un chiffre sur un document d'évaluation. C'est une forme particulière de chagrin. Mais je sais aussi que, par un mardi matin de fin novembre, debout en peignoir, regardant un écureuil commettre un vol qualifié dans ma mangeoire à oiseaux, j'avais le choix quant à la manière de gérer ce que je ressentais. J'aurais pu le vivre comme de la rage. J'aurais pu le transformer en désespoir. J'ai choisi de le transformer en lucidité, en cette grâce spécifique, difficile et banale qui consiste à savoir exactement ce qui est vrai, à agir en fonction de cette connaissance et à laisser la loi faire ce pourquoi elle existe. Il y a des gens qui vous diront que le sang est tout, que la famille mérite une loyauté au-delà de toute raison, que se protéger de quelqu'un qui porte votre nom est une forme de trahison. Je ne crois plus à cela. Ce que je crois, c'est que l'amour ne se mesure pas à la génétique ou au nom inscrit sur un acte de propriété. Il se mesure à ce qu'une personne est prête à faire pour vous et à ce qu'elle n'est pas prête à vous faire. Ma fille a fait le trajet depuis Burlington dans une Subaru de 12 ans un dimanche parce qu'elle a entendu quelque chose dans ma voix et n'a pas posé de questions. Elle a préparé la soupe de sa mère de mémoire. Elle a taillé un verger avec moi sous la pluie d'avril parce qu'elle voulait être là. Voilà ce que je sais de l'amour aujourd'hui. Les pommiers sont revenus en mai, pile à l'heure. Les premières fleurs sont apparues la 2e semaine, blanches et petites, totalement indifférentes à tout ce qui s'était passé sous elles pendant l'hiver. J'ai parcouru les rangées le matin où elles se sont épanouies. Un arbre ne pleure pas l'hiver. Il attend, tout simplement. Puis il fleurit. Puis il se met au travail. J'essaie d'en tirer une leçon. Je m'appelle Gérard Fontaine. J'ai 64 ans. Je vis sur 240 acres dans le Vermont que je ne vendrai pas. J'ai des pommiers qui fleurissent chaque mois de mai, une fille qui m'appelle tous les dimanches et des petits-enfants qui m'appellent Pépère et courent dans le verger comme les enfants devraient le faire. C'est suffisant. C'est plus que suffisant. C'est tout.